Sébastien, Hollywood, Lausanne. Et voilà, le boulot est fait. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Maintenant, je vais aller chercher ma tenue de plongée. Il est temps d'aller chercher la tenue de plongée. J'espère que ça enregistre. Qu'est-ce qui s'est passé au cabinet cette semaine? Plein de choses, comme d'habitude. Cette semaine, j'ai eu pas mal de personnes qui sont venues en étant démotivées, ou en tout cas en signalant qu'elles avaient des envies, elles avaient des projets, et puis que la motivation chutait. Ok. Bon, bienvenue sur Terre. La motivation, ça chute. C'est comme ça, hein. C'est comme la loi de Newton en fait. Hein. Tu laisses une pomme, elle ne va pas rester en l'air, elle ne va en tout cas pas aller en haut, elle va tomber. Hein. Ok, donc la motivation, si on la lâche, elle tombe. Ok. En fait, la motivation, c'est un gros chapitre en psychologie. Et d'ailleurs, le but ici, c'est pas de vous faire un cours sur la psychologie de la motivation, autrement vous verrez bien que cette vidéo est beaucoup trop courte. Mais l'idée, c'est de vous partager un petit peu, c'est le but d'ailleurs de ces capsules, du sujet de la semaine, de partager un petit peu avec vous les différentes choses que j'ai pu discuter avec les gens que j'ai rencontrés. Et puis, peut-être, je l'espère en tout cas, c'est mon ambition, que certaines choses que je vais vous apporter durant cette vidéo, eh bien, ça puisse être, pourquoi pas, peut-être un eureka pour quelqu'un, puisse y avoir tout d'un coup un thème, un sujet, une phrase, un concept où quelqu'un va pouvoir dire « Ah ouais, ok, c'est ça qui me manque à moi », et puis que vous puissiez capitaliser là-dessus. Donc c'est vrai, j'ai eu des jeunes, des moins jeunes, vraiment une semaine, ouais, pas mal de thèmes de la démotivation des jeunes qui en ont ras-le-bol de leurs études, certains qui arrivent tout juste aux examens de maturité, et puis plus envie, quelqu'un qui était en haute école, qui a carrément mis un terme à son cursus d'études parce que vraiment ras-le-bol, démotivé. Et puis aussi des personnes plus âgées avec différents projets de vie. Pas forcément des projets de vie dans le sens, on va dire une reconversion professionnelle. Hein. J'ai le cas de figure avec une reconversion professionnelle cette semaine. Mais ça peut être simplement quelqu'un qui se dit j'ai envie d'aller mieux en fait. Hein. Par exemple, je sors d'une dépression, d'un burn-out, j'ai envie d'aller mieux, puis je sens qu'il y a des petites phases comme ça où ça rechute. Il faut le traiter comme de la motivation. Moi, je ne fais pas la différence, en fait, entre les personnes qui viennent avec des sujets, on va dire, d'ambition, et les personnes qui viennent avec des sujets qui sont plus cliniques. Alors, tous les sujets de l'ordre de la clinique ne peuvent pas se régler avec des techniques de psychologie ou de coaching, mais il y a beaucoup d'aspects de psychologie clinique, même de psychopathologie, qui obtiennent de très très bons résultats avec des techniques de coaching. Le thème que j'ai pas mal abordé cette semaine, c'était celui de la motivation et je vais un petit peu vous en parler pour que vous puissiez avoir une idée de quelles sont les différentes stratégies, les différentes techniques, les différents points auxquels il faut être attentif pour garantir au mieux en fait qu'on parvienne à son résultat. Parce que la motivation, c'est pas une finalité. Hein. Peut-être qu'on peut déjà démarrer la petite formation comme ça, déjà en disant la motivation, c'est pas une finalité en tant que telle. C'est une composante stratégique qui va permettre d'atteindre un objectif. Et donc en fait, quand on parle de motivation, il faut toujours penser en fait à l'objectif, au but. C'est-à-dire, je suis motivé pourquoi, hein? On n'est pas motivé à rien, on est motivé à quelque chose, hein? Motivé ou démotivé, vis-à-vis de quelque chose. Donc la première des choses à considérer, c'est le but, c'est l'objectif. Cet objectif, il doit avoir du sens. C'est absolument prioritaire dans toute stratégie de motivation de se rappeler de l'importance de l'objectif qu'on a envie d'atteindre. C'est ce qu'on peut appeler le pourquoi, le why. Pourquoi est-ce que j'ai envie de perdre du poids? Pourquoi j'ai envie de m'inscrire à cette formation? Pourquoi j'ai envie de changer de travail? Si la réponse à ce pourquoi, elle est très importante, alors on augmente drastiquement nos chances d'atteindre notre objectif. Si la réponse à ces questions, à ce pourquoi, c'est moyen, je limite mes chances de succès. Par exemple, si je me dis j'ai envie de maigrir cet été, pourquoi? Si la réponse c'est parce qu'en fait je suis tellement obèse que je ne peux pas faire certaines activités avec mes enfants. C'est-à-dire qu'il
ils ont comme projet d'aller faire du canyoning ou d'aller faire une marche en montagne. Je suis en surpoids, je ne peux pas les accompagner. Et donc en fait, je loupe des moments de vie, de partage, des souvenirs avec mes enfants parce que je suis en surpoids. Et ça, c'est une motivation qui est plutôt forte. Je ne suis pas en train de perdre du poids juste parce qu'il y a une espèce d'injonction populaire comme ça à la beauté ou à la maigreur. Non, je veux perdre du poids parce qu'en perdant du poids, je pourrais faire des activités avec mes enfants. C'est énorme en termes de motivation. C'est sûr que j'augmente vachement plus mes chances de perdre du poids si c'est juste je dois perdre du poids parce que ça sera plus sympa cet été à la plage. Ouais, ok, ça sera certainement sympa cet été à la plage aussi de manger un bon burger avec un coca. Donc à un moment donné dans la balance, ça fera plus tellement le poids parce que le why est pas suffisamment fort. Et donc en fait, je vais dire ah mais je suis démotivé. C'est pas que je suis démotivé, c'est juste que l'objectif que j'ai envie d'atteindre, il n'est pas si important que ça. Peut-être qu'il est important. Peut-être que ce qu'il faut faire, c'est ce travail justement, d'aller chercher le sens. Et ça, c'est une première technique pour augmenter sa motivation, c'est de prendre le temps en fait de réfléchir à tous les bénéfices du changement, à tous les bénéfices de l'objectif qu'on a envie d'atteindre. Okay ? Le sens, c'est ça, c'est les bénéfices en fait. Parce qu'on fonctionne comme ça, hein, notre système nerveux fonctionne comme ça. On veut éviter la douleur, ce qui nous fait mal, et puis on veut aller en direction de ce qui est simple, de ce qui est facile, de ce qui nous fait du bien. Et donc, une bonne technique pour pouvoir un petit peu tromper notre cerveau, c'est de se focaliser vraiment sur les bénéfices. Et ces bénéfices, on doit les clarifier. Il faut vraiment faire la liste des bénéfices de lorsque j'aurai atteint cet objectif, qu'est-ce que j'aurai comme conséquence, comme bénéfice. Et là, en fait, c'est ça qu'il faut vraiment mettre en avant. Il faut vraiment garder ça sous ses yeux. C'est ce que j'appelle en fait ce souvenir de la récolte, en fait. Être focalisé sur la récolte. Pas seulement sur l'effort de devoir travailler la terre, labourer le champ, aller semer, aller arroser quand il fait froid, tôt le matin. Wow, pourquoi on fait ça? Pourquoi on fait ça? On fait ça parce qu'on a envie de récolter quelque chose. Okay? Le paysan, si on lui disait tous les jours, vas-y, va dans ton champ, travaille ta terre, et puis qu'on ne lui donnait rien à récolter, à un moment donné, il dit, bon, mais c'est bon, là, à quoi ça sert que je me réveille tôt le matin, que je me couche tard le soir, que je suis toute la journée en train de travailler dur? C'est quoi? Il n'y a pas de récolte. C'est parce qu'il y a une récolte que le paysan travaille dur. Okay? Et c'est exactement la même chose avec nous. Si on doit travailler dur, on ne doit pas juste être dans une espèce de routine comme ça et qui nous fait oublier les bénéfices du changement qu'on a envie de vivre, de l'objectif qu'on a envie d'atteindre. Un premier point, c'est avoir un but qui a du sens. Un deuxième point, je dirais, il faut avoir une bonne stratégie. Il y a beaucoup de personnes qui ont des envies, qui ont des objectifs, qui ont des rêves, qui ont des ambitions, mais qui n'ont pas une bonne stratégie pour les atteindre. La stratégie, c'est hyper important. Boire aussi, c'est hyper important. Une stratégie, il faut voir ça comme une recette. Par exemple, si j'ai comme ambition de faire des brownies ce soir, j'ai aucune idée de comment on fait des brownies. Réellement, j'ai aucune idée. Ce soir, je vais pouvoir aller acheter quelques ingrédients et puis m'y essayer. Et je sais que ce qui va sortir du four ce soir, ça sera tout sauf des brownies. Mais en regardant ce qui sort du four, je vais pouvoir me dire, ok, bon, peut-être il faut modifier un petit peu de ça, il faut rajouter ça, on dirait vraiment qu'il manque de ça. Et puis, je vais insister, je vais recommencer. Et puis, je vais avancer en fait par ce qu'on appelle essai-erreur. Et il est possible qu'à un moment donné, ce qui sortira du four, ça sera vraiment des brownies. Il y a une autre façon de faire. Et puis peut-être pas d'ailleurs. Hein. Peut-être que je me fatiguerai avec tous mes essais et je me dirais en fait j'en ai ras-le-bol, je suis démotivé, il n'y a rien qui marche, ça fonctionne pas, c'est de la merde ces histoires. Ok. Il y a une autre façon de travailler, c'est avec la stratégie, c'est avec une recette. C'est-à-dire que je peux tout à l'heure rentrer à la maison, prendre une application, regarder comment est-ce qu'on fait des brownies, et puis je respecte la recette, je respecte la méthode, la stratégie, et puis ce soir, ce qui sortira du four, ça sera des brownies. Peut-être que ce ne sera pas les meilleurs brownies du monde, mais dans tous les cas, ils seront meilleurs que ma première fournée sans la bonne stratégie. Donc en fait, d'avancer par essai-erreur, c'est intéressant. On fait des expériences, c'est vrai, c'est hyper intéressant, mais c'est beaucoup plus long. Et le risque, c'est de se démotiver parce que finalement, on risque d'être trop confronté à des échecs, et puis peut-être même qu'à un moment donné, on ne trouvera pas la solution. Et puis, ok. L'avantage avec une bonne stratégie, c'est que très rapidement, j'obtiens le résultat.
Une bonne stratégie, ça peut me faire gagner des mois, des années. Donc avec une bonne stratégie, il n'y a pas l'expérience de vie, mais il y a une certaine expérience de vie avec une stratégie, mais il n'y a pas toute l'expérience qui est faite par le essai-erreur. Voilà. Donc, une bonne façon aussi de maintenir sa motivation, c'est de se voir progresser, c'est de se voir avancer, c'est de se voir se rapprocher de son objectif, et c'est de voir que les efforts qu'on est en train d'engager produisent du résultat, ils nous rapprochent de notre objectif. Pédaler dans le vide, franchement, à un moment donné, ça devient pas tellement stimulant, et puis pédaler et d'avoir même l'impression qu'on est en train de reculer, ça devient très difficile de garder sa motivation. Et ce serait même intelligent d'arrêter de pédaler, puis de se dire pourquoi je suis en train de reculer ou de stagner alors que je devrais avancer. Ok, donc le deuxième point, avoir une bonne stratégie, ça permet vraiment d'augmenter les chances de rester motivé et puis aussi de réduire le temps pour me permettre d'atteindre mon objectif, de réaliser ce que j'ai envie de réaliser. Ce troisième point, ça serait en fait se mettre dans l'inconfort. Parce que j'ai remarqué que souvent des gens ont des objectifs, par exemple de changement de carrière, prenons cet exemple, mais en fait, il n'y a pas suffisamment d'inconfort dans la situation présente. Donc en fait, l'effort qu'il faut engager pour changer de carrière, comparativement au confort que j'ai de rester dans ma stagnation, ça devient difficile en fait, d'engager l'énergie nécessaire à faire cette transition. En fait, quand on est sur A et qu'on veut aller sur B, et qu'en fait, finalement, sur A, il y a quand même pas mal de bénéfices, quoi. Oui, sur B, il y a aussi des bénéfices, mais sur A, il y a quand même pas mal de bénéfices. Et là, ça devient très difficile en fait, parce que c'est vraiment une espèce de balance entre A et B, et puis peut-être que B a un peu plus de bénéfices, mais le chemin pour aller de A à B, ça rajoute une dose de difficulté, d'effort, et du coup, ça vient un petit peu ternir l'image de B, et du coup, on stagne un petit peu tout le temps entre je reste sur A, j'aimerais B, mais enfin, voilà. Je pense que vous voyez de quoi je parle et vous connaissez un petit peu ces scénarios de vie. Moi, j'aime bien, en fait, cette phrase qui dit que dans la vie, on a ce qu'on tolère. Si tu tolères, en fait, la situation dans laquelle tu es maintenant, ça ne veut pas dire que tu l'aimes, ça ne veut pas dire qu'elle te plaît, cette situation. Il suffit de la tolérer, en fait. Ça peut être des situations très inconfortables, vraiment très inconfortables. Du moment qu'on tolère ce qu'on est en train de vivre, on est en train de limiter nos chances de changement. Donc c'est un travail intérieur, vraiment. À nouveau, prendre un papier. Je travaille beaucoup avec l'écriture, vraiment. Se faire sortir les choses de notre tête et les poser sur le papier et avoir ce travail manuel d'écrire, c'est quelque chose en fait qui favorise la prise de conscience. Avec une feuille de papier, faire 2 colonnes et se dire dans une colonne qui je veux être, qu'est-ce que je veux vivre, et de clarifier ça. Et sur l'autre colonne, qu'est-ce que je ne tolère plus. Voilà. Et quand vous avez fait ce travail et que vous avez clarifié qui vous voulez être, ce que vous voulez vivre et ce que vous ne tolérez plus, vous allez vraiment voir en fait si cette transition de A à B, elle a vraiment du sens pour vous. Parce que ça peut se produire en fait de se rendre compte que finalement, ce qu'on tolère plus ou ce qu'on veut vivre, etc., finalement ça va quand même assez bien sur le A, où je suis en fait, mon point actuel. Par contre, en faisant ce travail, il y a beaucoup de personnes qui vraiment en prenant ce temps de réflexion, d'intériorité, prennent conscience en fait que dans leur liste de ce que je ne tolère plus, il y a finalement beaucoup de choses en fait qu'elles sont en train de vivre actuellement. Et d'avoir cette liste des choses qu'on ne tolère plus et de savoir qu'on les a catégorisées dans « je ne tolère plus », rien que ça, en fait, ça crée vraiment un déclic mental et ça nous donne vraiment envie de changer. Gardez vraiment ça à l'esprit. Dans la vie, on a ce qu'on tolère. Et il faut vraiment être très au clair avec ça. Est-ce que cette situation, je suis en train de la tolérer? Et je le redis, ça peut être des situations très inconfortables, vraiment, où on pourrait normalement même se dire « mais non, la personne ne le tolère pas ». Il faut vraiment être très franc et très honnête envers soi-même. Il peut y avoir des sacrées surprises, des choses qui sont dans la case « ouais, je le tolère ». Même si c'est pas bon, même si j'aime pas ce que je vis. Il faut prendre ça dans la case « je tolère » et le transférer dans la case « ça, je ne le tolère plus ». Et là, des choses incroyables se produisent. Est-ce qu'il y aurait quelque chose à rajouter sur ce point, se mettre dans l'inconfort? Oui, par exemple, ça pourrait être quelqu'un qui veut, par exemple, se mettre à son compte. Imaginons une personne qui a un travail salarié et puis qui sent en fait qu'elle aurait un meilleur épanouissement si elle avait une activité indépendante. Une façon de procéder pour passer d'un travail de salarié à un travail indépendant, ça peut être de garder un salaire, donc de garder l'activité salariée, de diminuer son temps de travail
et de développer son activité d'indépendant sur le temps qui reste. Et du coup, une stratégie d'inconfort, c'est de réduire son temps de travail pour être vraiment dans l'inconfort. Après, je sais qu'il y a des métiers où les gens ne peuvent pas réduire leur temps de travail, ou ne peuvent pas le réduire en dessous de temps. Je donne un exemple, vous m'aurez compris, c'est à vous ensuite de l'adapter, et puis c'est une image aussi, cet exemple, vous pourrez l'adapter à d'autres choses. Mais l'idée c'est ça, c'est de se dire, tiens, si je travaille à 50%, ça va vraiment être difficile. Et ça c'est excellent. Il faut vraiment avoir ce truc où c'est vraiment difficile. Parce que si le point A devient vraiment difficile, j'augmente en fait mon urgence de faire en sorte que B réussisse. Si je suis trop confortable sur A, si finalement j'ai diminué mon temps de travail, je suis à 80%, puis je gagne encore bien ma vie et que c'est assez confortable, il faut toujours garder à l'esprit que le confort nous endort. Du coup, quand on est comme ça, dans une espèce de léthargie, parce que finalement on n'est pas trop mal, on est vachement moins motivé de travailler en fait à changer les choses. Okay, donc voilà, ça c'est un exemple pour se mettre dans l'inconfort. Et puis enfin, un quatrième point qui est super important pour garder la motivation. Et ça, c'est une grosse lacune de beaucoup de personnes qui sont dans le développement personnel. C'est en fait de conserver l'élan. Ça veut dire quoi, conserver l'élan? Ça veut dire que quand on est en train de faire du vélo, par exemple, et qu'on est sur une petite montée, ou même à plat, si on arrête de pédaler, le vélo va ralentir et puis il va s'immobiliser. Ensuite, on va devoir redonner le premier coup de pédale pour redonner l'élan. Ce premier coup de pédale, en fait, c'est une grosse dépense d'énergie. On connaît tous ça. Par contre, lorsqu'on est lancé, on n'est pas à chaque fois en train de devoir se dire « oulala, oulala, oulala » à chaque coup de pédale. Par contre, le premier coup de pédale, ça peut être un vrai « oulala ». Et donc, dans le développement personnel, dans la vie, quand on a un objectif dont on a envie de conserver la motivation pour l'atteindre, en fait, il faut conserver un élan. Et pour conserver un élan, c'est comme en vélo, ces coups de pédale, en fait, ils doivent être réguliers. Je ne sais pas si je pédale très bien comme ça. Vous voyez, je ne fais pas de vélo, donc vous comprenez que je ne pédale pas très bien. Non, allez, c'est plus fluide, c'est comme ça le vélo. Non, j'étais forcé de faire du vélo. J'aime pas le vélo. Moi, j'aime la moto. Là, il n'y a pas besoin de pédale. Et comment est-ce qu'on fait pour conserver l'élan? Chaque jour, on doit être préoccupé par cet objectif qu'on a envie d'atteindre. Tant qu'on ne l'a pas atteint, en fait, on doit tout le temps être préoccupé par cet objectif et tous les jours mettre en place les petites disciplines, les petites techniques, changer peut-être nos habitudes, prendre beaucoup plus souvent du temps, par exemple, à lire des articles qui concernent le sujet qui m'intéresse, regarder peut-être plus souvent des vidéos qui me motivent, qui me stimulent, comme vous êtes en train de le faire maintenant certainement, et puis faire des choses, mettre en place des choses. En fait, pour conserver l'élan, vous devez être obsédé par l'atteinte de votre objectif. Ça doit être une obsession. Vous ne devez plus avoir d'équilibre. L'équilibre, ça va bien quand vous avez atteint ce que vous voulez vivre. Équilibre, vie privée, vie professionnelle, ça marche bien quand on a atteint notre rythme de croisière, on savoure ce qu'on est en train de vivre, on n'a pas forcément envie de changer les choses, pas de gros objectifs à atteindre. L'équilibre, ça marche bien là, c'est même assez intelligent. Quand on a envie d'atteindre quelque chose, il faut être un déséquilibré. Un champion, un athlète, un sportif qui a envie de gagner un championnat, je vous garantis que sa vie, elle n'est pas équilibrée. Sa vie, elle est complètement déséquilibrée parce que du matin jusqu'au soir, il est obsédé par son objectif. Gagner le championnat, gagner le match, gagner la partie. Vous devez être la même chose. Laissez de côté cette espèce de discours populaire de work-life balance, il faut avoir un équilibre, etc. Laissez ça pour ceux qui n'ont pas des hautes aspirations. Il n'y a pas de bien ou de pas bien. À nouveau, je le redis, si je suis en train de vivre une vie où je suis sur mon rythme de croisière, où je savoure ma récolte, équilibre. Mais si j'ai un combat à gagner, je dois me mettre en mode warrior. C'est tout. Et le guerrier, il est guerrier du matin jusqu'au soir. Et donc, il faut avoir ce mindset où tu es en train de vouloir atteindre un objectif et du matin jusqu'au soir, tu poursuis ton objectif. Maintenant, est-ce que tu vas conserver ta motivation du matin jusqu'au soir? Non, parce que la motivation, ça fluctue.
on a des états d'âme, on a envie d'abandonner. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'on parle de motivation, il y a un chapitre qui est connexe, qui est celui de la discipline. On ne doit pas être seulement dans la motivation, mais on doit aussi être dans la discipline. Et l'élan, en fait, permet de bien faire vivre ensemble la motivation et la discipline. Un petit peu comme si chaque coup de pédale, c'était un coup de pédale de motivation et un coup de pédale de discipline. On ne peut pas miser que sur la discipline, parce qu'autrement, c'est enfantin, c'est immature, c'est ne pas avoir une bonne connaissance de la vie. Bien évidemment, on ne sera pas motivé pendant les 5 prochaines années si on a un objectif à 5 ans. C'est évident. Peut-être même que si on a un objectif à 1 mois, on n'arrivera pas à conserver la motivation chaque jour pendant 1 mois. Donc, ce qui est important, c'est de redonner de la valeur au mot discipline et de faire en sorte que ce mot, on l'intègre, on l'incorpore et qu'on ne soit pas en train de se dire « Ah, mais mince, je manque de motivation. » Ok, si tu manques de motivation, alors c'est le moment d'activer la discipline. Okay, la motivation permet de commencer, la discipline permet de terminer. Donc, il faut intégrer ce concept-là et tout ce qu'on a vu, les différents points qu'on a traités aujourd'hui, eh bien, tous ces points fonctionnent ensemble. Et quand tous ces points fonctionnent ensemble, franchement, vous faites partie des gens qui démarrent d'un point A et qui êtes capables d'arriver au point B. Le boulot est fait. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Maintenant, je vais aller chercher ma tenue de plongée. Il est temps d'aller chercher la tenue de